psychologue, psychothérapeute, je fais attention maintenant à ce que je dis, formateur, superviseur spécialisé en psychothérapie familiale et en approche systémique. Vous exercez notamment à la Traversée de Bruxelles et à la Maison Grise à la Hulpe en Belgique. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Lille en sciences humaines et sociales, membre du groupement belge de formateurs superviseurs en approche systémique. Et avec votre intervention, on va s'appuyer sur les connaissances en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et la prise en charge des familles. Exactement. Et en plus, je suis garant de la dimension internationale de l'événement, venant de Belgique. Et pour justifier donc cette dimension internationale, je n'ai pas commencé par une blague belge, mais par un petit conte systémique, métaphorique, japonais. Donc ça se passe au Japon, nous sommes dans la première moitié du XIVe siècle, sous la shogunat des Ashigaka, un temple perdu dans la montagne. 4 moines zen ont décidé de faire un seishin, donc c'est une sorte de retraite, dans un silence absolu. Ils sont installés en zazen. La nuit est venue, le froid est vif. La bougie s'éteignit, plongeant le dojo dans l'obscurité profonde. Le moine le plus nouveau dit à mi-voix : « La bougie vient de s'éteindre. » Le deuxième répondit : « Tu ne dois pas parler, c'est une session de silence total. » Le troisième ajouta : « Pourquoi parlez-vous ? Nous devons nous taire et être silencieux. » Le quatrième, qui était le responsable de la session, conclut : « Vous êtes tous stupides et mauvais. Il n'y a que moi qui n'ai pas parlé. » Donc la question, c'est comment sortir des répétitions mortifères dans les familles et également dans les accompagnements. Donc je vais reprendre d'abord ce qui a été dit à l'envi déjà depuis hier, c'est cette réflexion qui avait été faite par Margaret Mead, donc l'anthropologue américaine, qui a eu entre autres comme mari Gregory Bateson, dont je parlais tout à l'heure. Quand on lui demandait quand commence la civilisation, elle aurait répondu c'est lorsque on a trouvé il y a 15 000 ans, bon, on ne l'a pas trouvé il y a 15 000 ans, mais l'os date de 15 000 ans, un fémur suffisamment brisé que si la personne avait été livrée à elle-même, elle serait morte. Et donc on a trouvé que ce fémur s'était réparé et que donc il était assez probable que quelqu'un s'était occupé du blessé pour le protéger, pour l'alimenter, pour l'abreuver, jusqu'à ce qu'il puisse récupérer. Et donc ça, d'après Margaret Mead, ce serait le début de la civilisation, le début de l'humanité. Et comme l'aurait dit Cynthia Fleury, qui ne l'a pas dit hier, mais qui le dit souvent, le soin est donc un humanisme. Je vais reprendre rapidement, puisque ça a déjà été fait tout à l'heure par le professeur Girardin, ce qui me semble une articulation importante pour ce qui est des prises en charge familiales, parce qu'on n'a pas beaucoup de théories qui font autorité dans le domaine de la psychologie. Parce que je vais quand même vous raconter une blague alors à ce moment-là. Pour les psychologues, je crois qu'il y en a quand même quelques-uns dans la salle, mais si vous ne vous reconnaissez pas dans mon propos, on va dire que ça vaut seulement pour les psychologues belges. Est-ce que vous connaissez la différence entre un train et un psychologue? Non. Je suis un peu surpris qu'ils ne connaissent pas de différence entre un train et un psychologue. La différence entre un train et un psychologue, c'est que le train, lorsqu'il déraille, il s'arrête. Donc, mais donc, heureusement, il semble quand même y avoir certaines théories qui font autorité dans nos domaines. Et parmi celles-ci, on a une théorie phare qui a donc été confirmée de différentes manières depuis 60 ans et même plus, qui est la théorie de l'attachement. Donc, vous en savez sûrement quelque chose pour beaucoup d'entre vous, donc je vais peut-être faire l'outrage à ceux qui la connaissent par cœur de leur rappeler 2-3 fondamentaux, et pour ceux qui ne la maîtrisent pas encore complètement, eh bien, je vais tenter de vous la décrire. Donc, on a effectivement les deux pionniers. Vous avez John Bowlby, qui était, donc, on va dire, à l'initiative, qui avait été engagé par Wilfred Bion, dont peut-être certains ont entendu parler, à la Tavistock Clinic pour lui succéder, et lui-même, donc, a développé cette théorie.
Il a été rejoint ensuite, puisque si le père de la théorie de l'attachement est bien John Bowlby, sans discussion possible, la mère est Mary Ainsworth, qui avait beaucoup plus de rigueur et qui a apporté toute une dimension scientifique aux réflexions de Bowlby. Et donc Mary Ainsworth a développé le modèle que vous connaissez, qui ensuite a été repris par ces deux doctorantes les plus connues. Donc vous voyez celle de gauche, oui c'est ça, celle de gauche qui est Mary Main. Donc le modèle de Mary Main reprend donc le modèle d'Ainsworth A, B, C plus D, dont je vais vous en dire 2 mots, et quelqu'un qui est beaucoup moins connu de ce côté-ci de l'océan, doctorante aussi de Mary Ainsworth, et Patricia Crittenden, j'en dirai quelques mots. Donc, si on fait le lien, et là je pousse peut-être un tout petit peu plus loin, entre les théories de l'attachement, ce que Ainsworth et ensuite Main ont trouvé, donc on a les catégories qui avaient déjà été trouvées par Ainsworth sécures chez l'enfant, c'est-à-dire cet environnement dans lequel le caregiver, donc c'est-à-dire essentiellement le parent, ce qui en tient lieu, est en capacité d'identifier les besoins de l'enfant, d'y réagir dans un délai raisonnable et également de le protéger. Donc sur ce point, c'est important de faire la différence entre sûreté et sécurité, donc ça a déjà été dit jusque-là. Ce sont des mots qui sont proches, mais qui ne sont pas équivalents. La sûreté est l'opposé du danger, c'est-à-dire on parle de la sûreté de l'État, par exemple, alors que la sécurité a affaire avec une émotion. Et donc il s'agit effectivement de répondre au bon endroit. Si quelqu'un est inquiet, il s'agit non pas de le protéger, mais bien de le rassurer. Et si quelqu'un est en danger, il ne s'agit non pas de le rassurer, mais bien de le protéger. C'est-à-dire que si ce grand palais se mettait à brûler, il n'y a personne dans la salle, pas même les psychologues, qui vous diraient « ayez confiance, ça picote un petit peu au début, mais ça va bien se passer ». Donc il s'agit donc bel et bien, pour arriver à sécuriser, selon les théories de Bowlby et d'Ainsworth, donc pour avoir un enfant sécure, il s'agirait donc de comprendre ses besoins, d'y réagir dans un délai raisonnable selon son stade de développement. Voilà. Dans l'enfance, ça donne sécure, ce qui est une mauvaise traduction, puisqu'en anglais, sécure, ça veut dire serein, paisible. Quand vous n'y arriveriez pas, eh bien, l'enfant développerait un attachement qualifié d'insécure, ce qui en français aurait dû donner anxieux et non pas insécure. Quand il est anxieux, il peut réagir selon 2 modalités qui avaient déjà été pensées donc, par Ainsworth, soit dans un repli, donc il cesse quelque part de stimuler, intégrant que ce n'est pas la peine de stimuler, et donc ne stimulant qu'en cas d'extrême nécessité. Donc on va parler d'un anxieux évitant, où il stimule davantage son environnement, donc il augmente ses affects, son émotion, et ça va donner en anglais ce qu'on appelle resistant et qu'on a appelé en français ambivalent. Donc ça, c'était là où on en était les recherches jusqu'à Mary Main. Donc on avait catégorisé, si vous vous rappelez, c'est la situation de mise en présence d'un non familier, donc on expose l'enfant en présence d'une personne familière, on l'expose à une personne non familière, ce qui a donné en français la situation étrange, ce qui sous-entendrait que ce soit une situation bizarre. Ainsworth n'a jamais pensé à ce que ce soit bizarre, mais bien situation de mise en présence d'un non familier, stranger en anglais. Donc, mis en présence d'un non familier, on observe la réaction du petit homme, soit il signale son inconfort en l'absence de sa figure d'attachement et le plaisir qu'il a à la retrouver, il se laisse apprivoiser par le non familier, mais joue mieux en présence de son familier, on va le qualifier donc de serein. Soit il va plutôt être en retrait, ou alors il va suractiver son affect, son émotion, et on va le qualifier d'ambivalent. Ou, pour ce qui est des Canadiens, puisqu'ils ont souvent le sens de la formule, ils les qualifient d'attachants ou d'enfants velcro. Donc ce sont des enfants qui suractivent quelque part leur émotion pour attirer l'attention à eux. Main avait effectivement déjà, dans les années 60, observé qu'un certain nombre d'enfants étaient non pas des incasables, mais bien des inclassables, et
les a qualifiés de désorganisés, ce qui aurait été une conséquence d'un manque de prévisibilité de la réponse parentale, voire même d'un comportement effrayant, ce qui faisait que l'enfant ne savait pas sur quel pied danser et aurait donc développé un attachement désorganisé, c'est-à-dire qu'il peut fuir la figure d'attachement, l'agresser, plutôt chercher du réconfort auprès du non-familier. Et c'est le genre de choses que pas mal de travailleurs psychosociaux décrivent quand ils vont à domicile avec des enfants qui les escaladent alors qu'ils sont là depuis 30 secondes. Donc ça, c'était la théorie de Maine, qui est la plus populaire, qui a été largement traduite. On peut en faire le lien avec, donc, SS, c'était là pour la Strange Situation, hein, donc je vous rassure. Le AAI, ou Adult Attachment Interview, donc, qui est l'équivalent chez l'adulte, puisqu'on peut évaluer aussi le type d'attachement chez l'adulte. Il ne s'agit donc pas à ce moment-là de mettre un adulte par terre avec des jouets, sa maman, et de voir ce qu'il fait quand un non-familier entre dans la pièce, mais bien de lui demander, je vais faire un peu simple, de raconter son enfance ou un récit de vie et de voir dans quelle mesure il est en capacité d'identifier un événement malheureux comme l'ayant bel et bien été, donc ce qui s'appelle un attachement de type autonome chez l'adulte. Il met à distance, il relativise, donc ce serait plutôt détaché. Il donne une grande intensité émotionnelle à des événements finalement assez banals, préoccupés, où le récit n'a ni queue ni tête, il y a des allers-retours dans le temps, ce qu'on appelle désorganisé. Donc pour rappel, le type d'attachement enfant prédirait à hauteur de 70% l'attachement adulte. Ce n'est pas du déterminisme, ce serait quand même une forme d'influence. Michel Delage, donc psychiatre français que vous connaissez probablement, fait le lien avec la typologie des familles, et c'est là où ça commence à intéresser le thérapeute familial, que le type d'attachement sécure chez l'enfant correspondrait à un type d'attachement autonome chez l'adulte, et donc l'autonomie, comme l'a dit tout à l'heure brillamment le professeur Brizet, ce n'est donc pas l'autonomie n'est pas l'indépendance, mais l'autonomie, c'est choisir soi-même ses dépendances. Donc ce seraient des adultes en capacité de choisir des figures d'attachement ou des engagements relationnels de différents types. Et on se retrouverait face à des familles flexibles et adaptables, en capacité de faire face à des arrivées, des départs, des deuils, avec pas mal de ressources. Pour ce qui est des anxieux évitants, donc correspondant à détachés, on aurait des familles désengagées. Donc ce sont des familles où on entre, on sort, on ne sait pas trop qui est où est qui, plus exactement. Les repas se prendraient sur un coin de table, toute une série de genres, mais qui semblent être plus une colocation qu'une famille. Pour ce qui est des enfants préoccupés, donc des enfants anxieux évitants, correspondant à des adultes préoccupés, on les retrouverait dans des familles enchevêtrées qui correspondrait, puisqu'on a cité tout à l'heure Racamier, il y aura quelque chose de l'ordre de l'incestuel, donc avec une mauvaise différenciation des générations et des frontières diffuses. Pour ce qui est des familles désorganisées, ce sont les plus simples à retenir, puisque dans toutes les catégories, on les qualifie de désorganisées. Donc ces théories-là sont assez connues, elles sont intéressantes, elles sont largement diffusées, elles ont été bien traduites. Et elle donne plusieurs portes d'entrée selon que vous accompagnez l'enfant, l'adulte qui prend en charge l'enfant et l'adulte ou la famille. Donc à chaque niveau, il y a des interventions possibles et elles peuvent être conjointes pour peu évidemment qu'elles soient cohérentes et coordonnées. Maintenant, je vais vous parler d'un modèle qui, comme l'a dit une fois de plus, désolé de vous citer à nouveau, mais comme vous dites des choses avec lesquelles je suis d'accord, je les répète. Certaines théories mettent donc pas mal de temps à traverser l'Atlantique. Vous pensiez qu'elles arrivaient à la rame, je ne sais pas comment cela est arrivé, mais toujours est-il qu'elle est d'abord passée par le Luxembourg avant d'arriver ici en France. C'est le modèle maturationnel dynamique d'attachement et d'adaptation, qui est encore assez peu diffusé, et qui en fait, contrairement à celui de Maine, celui de Crittenden, ne s'organise donc pas autour de la sécurité, mais bien autour du danger. Donc la question, c'est comment l'enfant, et plus tard l'adulte, va faire face au danger. Cette différence à savoir, c'est que Maine et Ainsworth étaient des psychologues, alors que Crittenden est ce qu'on appelle une social worker aux USA. Donc ils sont, on va dire globalement, c'est un peu différent du découpage en Europe,
mais ce sont des thérapeutes, pour ainsi dire. Donc, ce sont des personnes plus de terrain. Et donc, elle travaille essentiellement comme thérapeute familiale en protection de l'enfance. Et elle a fait le constat que j'entends souvent dans les équipes que j'accompagne et le public aussi avec lequel je travaille, que si on fait passer un test d'attachement, enfin, on essaye d'évaluer l'attachement d'un enfant en protection de l'enfance, on arrive quand même dans pas mal de cas, au mieux dans un attachement angoissé, et dans une bonne partie des cas, dans la désorganisation. Alors elle dit, bon, on dit qu'il est désorganisé, ça nous fait une belle jambe, on dit qu'il est anxieux, ça nous fait une belle jambe, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et donc, ça a été tout le travail de maintenant à peu près 50 ans pour elle. Elle est toujours en vie, alors les autres sont décédés, mais elle continue de former, d'enseigner. Peut-être qu'elle finira par être connue de ce côté-ci de l'Atlantique. Et donc, elle dit, l'enfant s'organise, en fait, parce qu'il est impossible de rester désorganisé. Le vivant doit s'organiser. Et donc, il s'organise, ça peut aller jusqu'à s'organiser dans la pathologie. Donc là, quand vous voyez non pas le maroilles, mais bien le camembert que vous avez devant vous, on aurait jusqu'à la ligne qui traverse le milieu, on serait dans quelque chose qui serait des comportements adaptatifs relativement peu coûteux et opératoires, et entre les deux lignes noires, on aurait déjà quelque chose qui serait un début de trouble, et en dessous de la ligne noire la plus basse, on entrerait dans la pathologie. Mais donc il y aurait une gradualité, et elle revient non pas au système à 4 catégories, donc A, B, C, D, mais elle revient à un système à 3 catégories. A, donc qui correspond à l'ambivalent résistant, B, qui correspond donc au sécure, et C, qui correspond... Non, j'ai dit l'inverse, je me suis planté. Donc A, qui correspond à l'évitant, B, qui correspond au sécure, et C, qui correspond à l'ambivalent résistant. Mais avec une gradualité. Donc on aurait des personnes qui auraient comme manière de faire face à un réel qui leur apparaîtrait dangereux et insécurisant. Donc c'est-à-dire de s'adapter, pour l'enfant, la question c'est de s'adapter à toutes sortes de parents et en obtenir les meilleurs soins possibles, en ce compris face à des parents pathologiques, face à des parents qui les effraient. Et donc, une fois de plus, ce n'est pas la sécurité qui organise l'attachement pour Crittenden, mais bien le danger. Et donc, soit on irait, pour ce qui est des évitants, plutôt dans la cognition, c'est-à-dire les pensées, les élaborations, les anticipations, ou alors on irait chez les C, donc les ambivalents résistants, on irait plutôt dans l'émotion, donc suractiver l'émotion. On verra donc quelles informations sont préférentiellement traitées par l'individu et aussi la nature de la distorsion de l'information qui sera opérée, soit en allant jusqu'à des fausses cognitions, c'est-à-dire rentrant dans une rationalisation d'un parent qui effraie, mais qu'on va quand même idéaliser pour continuer d'en espérer de l'aide. On va aller jusqu'à des comportements où on va limiter l'expression d'une détresse pour ne pas montrer plus de détresse que ce que le parent ne peut en supporter, sans lui-même devenir irritable ou en colère. Donc ça, on va être dans l'inhibition de l'émotion, tout en se racontant des histoires. À l'autre extrême, enfin tout en restant pas encore dans la pathologie, on va aller jusqu'à suractiver l'affect, l'émotion, pour se montrer soit plus fort, soit plus faible que ce qu'on est, et donc susciter de l'intérêt, de la disponibilité. On pourrait parler de séduction dans le sens étymologique, donc séducere, amener à soi. On va voir qu'au plus on descend, effectivement, au plus les fausses cognitions vont finalement devenir des délires, et les faux affects devenir des troubles thymiques. Donc là, je ne vais pas le développer beaucoup plus, même si je pense que c'est vraiment un modèle qui mérite à être connu. On commence tout juste à avoir des personnes qui forment à ce modèle, et il semble beaucoup plus discriminant pour les populations qui sont les vôtres, de la manière dont je me le représente, que le modèle à 4 catégories, qui nous laisse quand même parfois un peu désarmés face à un qualificatif de désorganisation, ce qui apparaîtrait non seulement pas très utile, mais en plus assez probablement faux, et qui manquerait de subtilité pour savoir quoi faire, pour soit encourager la personne
à exprimer son affect ou à élaborer des stratégies conscientes, c'est-à-dire en soutenant sa cognition. Je passe maintenant, une fois qu'on a rappelé donc, ces théories de l'attachement qui font effectivement consensus dans notre domaine, en tout cas, qui semblent être une des théories les plus souvent confirmées. Pour ce qui était, je crois, des oppositions, la plupart ont été démenties. On se compris pour l'évitant. À l'époque de Bowlby, on disait que probablement les évitants ne manifestaient pas de détresse parce qu'ils n'en vivaient pas. Et on doit à des chercheurs allemands, Grossman et Spengler, d'avoir dosé le cortisol dans la salive et avoir prouvé que les petits évitants étaient bel et bien stressés. Donc là, je fais un petit détour par le mari de Margaret Mead, en tout cas un de ses différents maris, Gregory Bateson et son équipe, donc à Palo Alto. Beaucoup d'entre vous, si vous avez été sensibilisés à l'approche systémique, ont entendu parler de la théorie du double lien ou double contrainte. Ce sont deux traductions de double bind. Donc, Gregory Bateson, avec donc son équipe, William Fry, John Wickland et Jay Haley, ont donc étudié, avec les fonds de la Fondation Messi, les troubles de la communication dans une population asilaire. Donc, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Palo Alto, Veterans Administration Hospital. Et donc, ils ont les techniques d'anthropologue de Bateson, qu'il a développées, entre autres, en Nouvelle-Guinée et à Bali. Donc, il filme, il enregistre, et son hypothèse, c'est que la population asilaire, et plus particulièrement les personnes avec un diagnostic de schizophrénie, ce serait une sorte de microculture, auraient des modalités d'interaction et de communication différentes de la population générale. Donc il a trouvé bel et bien un biais, comme toujours en santé mentale, il ne s'agit pas d'une nature différente, mais bien d'une intensité et d'une durée, et donc la population asilaire, plus particulièrement en interaction avec leur famille d'origine, aurait manifesté ce qu'il appelait le double lien, c'est-à-dire des injonctions paradoxales, c'est-à-dire des injonctions auxquelles il faudrait désobéir pour pouvoir obéir, comme par exemple si je vous demandais d'être spontané, donc si je vous dis soyez spontané pour peu que j'ai autorité sur vous, parce que ça c'était le postulat, c'est dans la théorie de Bateson, c'est deux personnes sont engagées dans une relation vitale pour au moins l'une d'entre elles, idéologie, dépendance, etc. Donc, si j'avais autorité sur vous, ce qui n'est pas le cas, donc normalement personne ne devrait décompenser dans la salle, mais si j'avais autorité sur vous, si je vous demandais d'être spontané, si vous l'êtes, je peux vous accuser de ne pas l'être, puisque d'être spontané sur commande, c'est ne pas l'être, et si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas non plus. Donc ça, c'était l'injonction paradoxale. Autre contrainte de la double contrainte, c'est l'interdiction plus ou moins explicite d'exprimer la conscience du paradoxe ou d'y réagir par le repli. Conséquence de ce type d'interaction, pour Bateson, c'est la fuite, la tentative de rompre la relation, la violence contre soi, contre l'autre, ou la folie, qui serait se réfugier dans un monde dans lequel plus personne n'a pris sur nous. Alors vous allez me dire, c'est un peu simple, et ce qu'on a comme connaissance de la schizophrénie actuellement ne viennent pas valider ces recherches, dans la mesure où c'était les années 50, où on voyait les troubles de santé mentale comme une problématique exclusivement individuelle, ou en tout cas majoritairement individuelle. Les théories de Bateson ont permis, et de ses collègues, ont permis d'envisager la santé mentale comme ayant au moins deux... Je vous assure que je ne vais pas vous toucher. Ah mais vous pouvez si vous voulez, mais pas en public. C'est parce que vous êtes grand, en fait. C'est vrai. Et beau. Donc Greg, il a eu au moins l'avantage d'unir d'unir les deux, c'est-à-dire de mettre en exergue qu'il y avait une dimension relationnelle à la souffrance psychique, ce qui aujourd'hui semble trivial, mais qui apparemment à l'époque ne l'était pas encore. Alors peut-être, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette théorie, parce qu'elle n'est quand même pas complètement inintéressante, et je pense qu'elle peut éclairer certaines de vos pratiques quand vous êtes dans des aides qui n'ont pas été demandées par la personne qui en bénéficie, pourrait-on dire. Je prends un petit exemple. Qui veut bien jouer avec moi? Oui, voilà, Madame Danvin. Imaginons que ce soit bientôt votre anniversaire, d'accord, et que vous souhaitiez recevoir un cadeau en particulier, mais que vous
en faisant l'hypothèse que vous viviez en couple et que vous ne soyez pas complètement rassuré par rapport au fait que votre conjoint va vous offrir le cadeau que vous auriez souhaité recevoir. Et comme mieux vaut prévenir que guérir, parce que vous avez déjà un certain nombre d'autocuiseurs et d'autres appareils électroménagers pour lesquels vous n'avez pas un grand enthousiasme. Je ne sais rien du conjoint de Madame Danvin, mais imaginons que ce soit le cas, et qu'elle dit, mais voilà, pour mon anniversaire, ça me ferait plaisir de recevoir une paire de boucles d'oreilles de chez Histoire d'Or. Vous êtes d'accord avec ça? Paire de boucles d'oreilles d'Histoire d'Or? Plutôt, on dirait en or, en argent, des pierres, vous voulez quoi? Paire de boucles d'oreilles, faites un peu plus spécifique, parce qu'il pourrait se planter quand même. Une paire de boucles d'oreilles en or. Alors plutôt des anneaux ou des petites? Un petit pendentif. Voilà. Et donc Madame Danvin prévient son conjoint, lui dit voilà, pour Noël, c'est plus près que l'anniversaire. Enfin, je ne connais pas votre anniversaire, mais imaginons que Noël soit plus près. Vous lui dites voilà, je voudrais bien une paire de boucles d'oreilles pendentifs de chez Histoire d'Or. Arrive le jour de Noël, vous voyez le petit paquet Histoire d'Or, rouge, avec les inscriptions blanches. Vous ouvrez, vous voyez une petite boîte dedans, vous ouvrez, et ce sont les boucles d'oreilles. Et votre conjoint, qui vous connaît bien, lit un nuage dans votre regard. C'est léger, mais il y a quand même un nuage. Alors il vous demande, mais Armelle, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les bonnes boucles d'oreilles, c'est celles que tu m'avais décrites. Et vous lui dites, oui, mais si tu m'avais vraiment aimé, tu aurais deviné ce que je voulais pour Noël. Et donc ça, c'est toute la difficulté, évidemment, de vouloir que quelqu'un fasse quelque chose sans qu'on ait à le lui demander, surtout si on lui le demande. Donc si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose que vous auriez voulu qu'il fasse sans avoir à le lui demander, vous le mettez dans l'impossibilité de vous prouver qu'il le veut vraiment, parce que vous pouvez toujours penser qu'il ne l'a fait que parce que vous l'avez voulu. Donc c'est une situation de double lien. Alors normalement, personne ne va les compenser, mais comme je voudrais tout de même un peu vous aider dans votre couple, thérapeute familial, on veut aider les gens surtout quand ils ne nous demandent rien. C'était quoi? J'ai un de mes formateurs qui disait les thérapeutes familiaux ont essayé de sauver leur famille, mais comme ils n'y sont pas arrivés, ils essayent d'aider les autres. Ils sont têtus, comme les sexologues. Bon, heureusement, je ne suis pas sexologue. S'il y en a dans la salle, je viendrai expliquer à ma voisine. Donc, comment est-ce qu'on sort de cette situation? Parce que c'est vrai que c'est quand même important. Eh bien, l'équipe de Bateson a trouvé la solution pour le couple de Madame Danvin. Et donc, vous allez bel et bien avoir de belles fêtes de Noël grâce à Grégory Bateson et ses collègues, puisqu'il propose de métacommuniquer. Alors, métacommuniquer, que ça veut dire? Ça veut dire communiquer sur le problème de communication. Qu'est-ce que ça donnerait concrètement? Eh bien, ça donnerait, voilà, ma chérie, je voudrais te faire plaisir pour Noël, mais comme je ne suis pas sûr de savoir ce que tu voudrais, pourrais-tu me donner une dizaine de choses qui te feraient plaisir? Dans la mesure où, à ce moment-là, tu ne seras pas déçu, puisque ce sera bel et bien quelque chose que tu auras voulu, mais tu seras aussi surprise, puisque tu ne sauras pas lequel de ces cadeaux je vais t'offrir, ni même si j'en offrirai un, deux ou plus. Et donc, à ce moment-là, on est sorti de ces difficultés en prenant quelque part le niveau dessus, en métacommuniquant, ce qui est appliqué à des situations plus proches de votre réalité professionnelle. Imaginons que vous soyez dans une aide consentie, que certaines familles se retrouvent à devoir, ou certains membres de certaines des familles que vous accompagnez se retrouvent à devoir accepter l'aide qu'on leur propose sans l'avoir complètement demandé consciemment. Je ne sais pas si c'est le cas dans certaines familles, je pense que oui. En tout cas, je l'ai pas mal vécu comme professionnel. Et donc, si on n'y prend pas garde, cette situation peut devenir assez rapidement vouloir que quelqu'un veuille de l'aide qu'on voudrait qu'il veuille pour un problème qu'on dit qu'il a et que lui dit peut-être ne pas avoir. Donc ça peut être l'aide contrainte si on n'y prend pas garde, d'où l'importance de métacommuniquer sur l'aide contrainte. Alors là, vous avez pas mal d'ouvrages sur le sujet. Il y a la petite plaquette de Jean-Paul Mullier, Ces familles qui ne demandent rien, où lui propose de métacommuniquer en disant « Je sais que vous dites qu'il n'y a pas de problème, et quand je vois ce que je vois et j'entends ce que j'entends, je ne peux pas ne rien faire. Autrement, ça voudrait dire que vous et votre famille, vous ne compteriez pas, et ça, vous pourriez me le reprocher. » Si on travaille à la Oslo, on va dire
vous dites que vous n'avez pas besoin de mon aide, mais moi j'ai besoin de votre aide pour vous aider. Aidez-moi. Ça, c'est Guy Oslos. On en a d'autres, hein, mais c'est cette idée-là. Donc ça, c'est quand même, je mets des tours, mais globalement, c'est ça l'idée, et la fertilité, cette idée de la double contrainte. Si on considère donc la famille comme un système, on pourra considérer, ça c'est un mantra systémique, hein, que le symptôme, quel qu'il soit, c'est-à-dire c'est l'idée, c'était Bonnie Elkaïm qui parlait d'un ballon de baudruche, donc s'il n'y a pas de ballon de baudruche, vous pouvez souffler tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui gonfle. S'il y a un ballon de baudruche et que vous ne soufflez pas, c'est la même chose, mais s'il y a un ballon de baudruche et que vous soufflez dedans, ça grossit. Okay, relativement métaphorique, surtout quand on se rappelle de Bonnie. Donc l'idée, c'est le symptôme, c'est une caractéristique individuelle qui va être accentuée par le contexte. Et donc la fonction du symptôme, je vous en donne quelques possibilités là, mais elle a essentiellement, va-t-on retenir, une fonction homéostasique. D'accord ? C'est-à-dire le symptôme a une fonction, c'est-à-dire qu'elle permet globalement le non-changement et la survie du système dans l'état dans lequel il est, puisque c'est toujours plus rassurant de rester là où on est, même quand on n'est pas bien, plutôt que de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est l'autre mantra que vous connaissez probablement, que le système n'abandonnera son symptôme que dans la mesure où le changement est moins coûteux que le maintien du symptôme. Donc ça, c'est des choses relativement triviales et qui sont quand même néanmoins utiles pour l'accompagnement des familles. Et là, je vais faire un petit détour, donc ça, c'est Guy Oslos, vous avez peut-être reconnu. Donc je vais pas vous parler, je pourrais vous parler de la compétence des familles, mais là je vais vous parler d'autre chose qui est peut-être un petit peu moins connue de lui. S'il dit, enfin la chose suivante, si le symptôme a une fonction, ça sous-entend que la fonction considérée, donc la fonction considérée du système, s'exprime soit par manque, soit par excès. Et ça c'est utile, ne serait-ce que pour sortir de l'hypothèse où le problème, ce serait l'enfant, le parent, la mère, un truc comme ça, ou une addition de symptômes ou d'hypothèses causales linéaires qui ne font jamais une hypothèse systémique. Donc lui dit, il y a des fonctions dans les systèmes qui doivent fonctionner, c'est les mêmes que ce soit des institutions, des groupes humains, des couples ou des familles, d'après lui. Là, on va surtout les travailler sous l'angle familial, puisque sous l'angle institutionnel, ce sera travaillé demain, ce que j'ai compris. Donc il fait une liste de fonctions, deux catégories essentiellement, les fonctions logistiques, organisationnelles, les fonctions relationnelles, c'est-à-dire se joue entre les protagonistes. Et donc il exprime que si une fonction est exercée par le système en manque ou en excès, ça va créer un symptôme pour affaiblir ou renforcer la fonction. Alors je vais vous les détailler, même si il faudrait plus d'une journée de formation pour aller jusqu'au bout, mais je vous les décris quand même rapidement. Fonction de programmation, c'est donc savoir qu'est-ce qu'on fait dans telle et telle circonstance. L'enfant fugue, l'enfant transgresse, l'enfant se met en danger. Comment réagit-on ? Donc s'il y a excès de programmation, si tout est écrit à l'avance et qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de faire, ça crée des symptômes. Si chaque fois on réinvente la roue, ça crée des symptômes. Pilotage. Qui est à la manœuvre ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Il n'y a pas de pilote, on s'écrase. C'est toujours le même qui pilote, toujours et partout, sorte de despote, de tyran, ça crée des symptômes. Contrôle. Absence de contrôle, on ne sait pas ce qu'on fait, ni pourquoi on le fait, ni à quoi ça arrive, ni quels sont les résultats, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de feedback, pourrait-on dire. Ça ne fonctionne pas, symptôme. Absence de contrôle, on fait les choses sans savoir à quoi elles servent et à quoi ça aboutit, symptôme. Du côté relationnel, communication, donc c'est-à-dire, celle-là, elle a été peut-être un peu galvaudée, mais c'est cette idée qu'un système qui fonctionne bien communique, c'est trivial. Deux sous-catégories, la proportion dans laquelle ils communiquent, trop ou trop peu. Vous avez ces enfants qui en ont ras-le-bol d'avoir leurs parents qui leur font des discours, qui leur font la morale, donc excès en termes de volume, ou pas assez. Codage, est-ce que ce qui est dit est compréhensible ? Est-ce que les protagonistes parlent la même langue ? Est-ce que les concepts, les valeurs, est-ce que ça se recoupe ? Dans une équipe, j'ai déjà vu certaines équipes qui fonctionnaient avec des référents théoriques extrêmement différents, ce qui faisait que oui, ils avaient des réunions, mais ils ne parlaient tout simplement pas la même langue.
Donc il ne s'agissait pas de l'accent belge, mais bien qui ne se comprenaient pas parce qu'ils avaient des référents théoriques ou administratifs qui étaient trop éloignés l'un de l'autre. Donc c'était un langage de sourds. Mais donc là, on reste dans les familles. Mémoire, excès de mémoire, on reste dans un événement passé, dans un temps arrêté, absence de mémoire. Les familles, comme ça m'arrive parfois, je demande à un enfant « Qu'est-ce que tu sais de ce qui était la vie de tes parents quand ils avaient ton âge ?» Il n'en a pas la moindre idée, jamais rencontré ses grands-parents, il ne sait pas où ses parents ont grandi, il ne sait pas depuis combien de temps ils se connaissent, il n'y a pas de mémoire apparemment, le système n'a aucune connaissance de lui-même. Régulation des distances, trop près, trop loin, donc absence de proximité ou trop grande proximité, symptômes. Donc ça, ce sont des propositions en termes de fonction des systèmes. Maintenant, je vais rentrer dans comment est-ce qu'on accompagne les familles lorsqu'il y a des symptômes. Alors, je vais vous décrire essentiellement 2 modèles. On restera dans quelque chose d'un peu plus théorique que ce qu'on aurait pu faire dans un cadre de formation. Mais Bateson disait qu'il n'y avait rien de plus pratique qu'une bonne théorie, donc j'espère que ce sera le cas. Là, je vais vous parler de comment on accompagne une famille d'après Didier Robin et Michel Delage. La première chose qui a déjà été nommée à plusieurs reprises, de différentes manières, c'est ce que tous les deux appellent la fonction phorique. Alors, ne cherchez pas dans votre dictionnaire, ça n'y est pas, mais pour ceux qui ont une culture classique, phorique, qui est présent dans le prénom Christophe, entre autres, Christophoros, celui qui porte le Christ. Donc c'est d'où la médaille dans l'imagerie chrétienne d'un homme avec un enfant sur les épaules, pour mémoire. Donc fonction phorique, ce serait une fonction de portage. Donc il ne s'agit pas que le professionnel, l'intervenant, porte le bénéficiaire et sa famille, mais bien qu'on crée une suffisamment grande proximité entre les protagonistes. Donc on va parler d'alliance, d'affiliation, d'accommodation chez Minuchin ou chez Oslo, lui parle d'apprivoisement, mais c'est bien quelque chose de réciproque, ça se passe dans les 2 sens. C'est comment est-ce qu'on va créer quelque chose de suffisamment chaleureux, de suffisamment proche pour pouvoir travailler ensemble. Et tant qu'on n'y est pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, qu'on va continuer de travailler l'alliance, l'accommodation, qui peut tout à fait se travailler même dans un cadre contraint. À partir du moment où la personne a pu vous dire qu'elle n'avait pas envie de travailler avec vous et que vous avez pu lui dire « vous ne m'avez pas choisi, moi non plus, mais on va se voir, donc comment est-ce qu'on peut faire ?» Donc on a métacommuniqué, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir en sortir de l'ordre du portage collectif. Ensuite, mettre des mots. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment voyez-vous votre situation? Sémaphorique, mettre des mots. La parole. Chacun son tour. La manière dont un autre gourou de l'approche, qui était Ivan Bozormeni, Nagy, travaillait, donc dans ce qu'il appelait la partialité multidirectionnelle, c'était donner la parole à chacun des protagonistes, chacun son tour, en les valorisant. Okay. Donc c'est s'utiliser pour organiser l'échange, donner la parole à chacun, soutenir sa parole et le valoriser dans ses postures. Métaphorique, à partir du moment où on arriverait à cette posture-là, on arrive à se décaler de sa position et envisager celle des autres, en disant « Ah, c'est comme ça que toi tu l'as vécu, c'est ça que tu as ressenti, c'est pour ça que tu te comportes de telle ou telle manière. » Dans le meilleur des cas, ça c'est l'ajout de Didier Robin par rapport à Michel Delage, mais bon, il était lillois, donc j'imagine qu'il y a quelque chose à voir avec ça. C'est la fonction euphorique, qui n'est pas une béatitude, qui n'est pas un état hilar, mais bel et bien un sentiment de satisfaction qui vient par là même renforcer la dimension euphorique, parce que quand on se sent bien, quand on est satisfait, on se sent plus uni. Et on peut même parfois rire, et ça se voit, je pense vraiment que ceux qui ont ce beau don de l'humour, vous savez qu'en thérapie ou en accompagnement, c'est un outil puissant et précieux. Rire ensemble et pas évidemment rire de l'autre. Donc il s'agit là bien de d'abord mettre en confiance et puis faire confiance. Donc c'est d'abord créer de la confiance, d'abord créer de la sécurité et ensuite faire confiance au système pour retrouver sa capacité de créativité. Puisqu'il est bien sûr
que les familles qui vont bien n'ont pas moins de difficultés ou de problèmes, mais sont juste plus créatives pour les résoudre, et que c'est ça le but de l'intervention. C'est pas de dire aux gens ce qu'il faudrait qu'ils fassent, parce que déjà s'ils obéissaient, ce serait improbable, mais qu'en plus ça fonctionne, ce serait encore plus improbable, et qu'ils aient appris quelque chose non plus. Donc c'est bel et bien les aider à trouver, comme l'aurait dit Oslo, leur auto-solution. Donc ça, c'est un modèle d'accompagnement. Il me reste combien de temps? Il me reste combien de temps? 10 minutes, très bien. Autre modèle. Donc, j'ai eu la chance, mais n'allez pas voir la bibliothèque, à la librairie, parce que l'ouvrage est épuisé dû à son succès international, mais j'ai eu la chance de traduire le successeur de John Bowlby à la Tavistock Clinic, qui était John Binghall. John Binghall était un thérapeute de famille, a été recruté par Bowlby pour travailler à la Tavistock, et donc il a fait le lien entre les thérapies de famille et la théorie de l'attachement. Son livre en anglais s'appelle Rewriting Family Scripts, traduit malheureusement par The Book comme Réinventer les relations familiales, alors que c'est la seule chose sur laquelle je n'étais pas d'accord avec eux. Pour ce qui est du contenu, c'est moi qui l'ai traduit, il y a juste le titre qui ne m'appartient pas. Donc, que dit John Binghall? C'est que dans les familles, on apprend un rôle. Donc, il emploie la métaphore de la pièce de théâtre. On apprend un rôle et on regarde les autres jouer le leur. C'est ce qu'il appelle des scripts. Donc, il y a le scénario, il y a le script, chacun son rôle. On est le gentil, le méchant, celui qui transgresse, le bon élève, etc. Ensuite, on se rend sur d'autres scènes de théâtre et on va rejouer les rôles qu'on a appris à la maison. Soit on est dans la répétition, on va parler de script de répétition ou répétitif, donc on répète ailleurs ce qu'on a appris à la maison. Soit on est dans le script correctif, c'est-à-dire on fait l'inverse, on est dans la réparation, script correctif ou de réparation. Ou troisième type de script, lorsque correctif et répétitif ne fonctionnent pas, on en improvise de nouveau. Donc ça, c'est quand les systèmes et les individus sont suffisamment sécurisés. Parce que pour prendre des risques, il faut forcément avoir suffisamment d'estime et de confiance en soi. Lorsque les familles traversent des traumatismes ou que les personnes ont des histoires de vie suffisamment douloureuses que pour être angoissées, voire plus, il leur manque une base de sécurité familiale. Et donc, la première idée de Binghall, c'est de recréer dans l'espace de l'accompagnement une base de sécurité, c'est-à-dire suffisamment de confiance, d'estime et de respect que pour que les gens s'autorisent à prendre le risque de faire autrement. Et là, vous vous rappellerez peut-être, je crois que c'est dans un bouquin de Paul Václavic qui s'appelle « Faites vous-même votre malheur ». Toujours pas une blague belge, mais j'essaie d'en trouver une avant la fin. C'est ce type qui est sous le réverbère, qui cherche ses clés. Alors, la dimension humoristique est limitée, mais ça se veut plutôt métaphorique. Cherche ses clés et arrive un passant qui pourrait être un éducateur, un psy, un AS, enfin bon, bref, un aidant, un caregiver. Et il demande à cette première personne, mais que faites-vous là? Il dit, mais j'ai perdu mes clés, je cherche mes clés. Puis après un petit temps où il a aidé cette personne à chercher ses clés sous le réverbère, il constate que vraiment les clés ne sont pas là. Il dit, mais êtes-vous bien sûr que vos clés sont ici? Et le premier homme de dire, non, non, mes clés sont là-bas. Mais là-bas, il fait noir. Alors je cherche ici. Donc l'idée, c'est que, évidemment, c'est plus rassurant de chercher là où on connaît. Mais si on reste là, on ne trouvera pas. Donc il faut être suffisamment sûr de soi, suffisamment en confiance pour aller chercher à tâtons dans l'obscurité. On va devoir chercher un moment, mais peut-être qu'on trouvera. Et ça, c'est vraiment l'idée, pour moi, phare de ce type d'intervention, c'est que le sujet reste souverain dans la mesure où il reste dans cette tentative. Donc, ce n'est pas le succès qui est recherché là, c'est le fait de continuer à essayer. Et ça, je trouve ça, c'est une obligation de moyens et pas de résultat. Donc, lorsque la base de sécurité provisoire supplétive est suffisamment mise en place, la proposition, alors c'est un moyen comme un autre, mais pour vous inspirer, la proposition, c'est d'aider les personnes à se rendre compte de la manière dont ils réagissent à l'événement problématique, puisque la plupart du temps, quand un événement fait problème, c'est qu'il se répète. Okay, donc on entre dans des cercles vicieux, au plus la mère, le père fait ceci, au plus l'enfant fait ça.
Au plus le jeune fait ceci, fait cela, au plus l'éducateur réagit de telle ou telle manière. À chaque fois, les gens vous disent « mais j'ai tout essayé ». Et quand vous explorez, ils ont généralement essayé une manière de faire avec plus ou moins d'intensité. Donc l'idée, c'est déjà de les aider à se représenter la manière dont ils réagissent à la transgression, à l'insulte, à la mise en danger. Donc ça, c'est la première phase qu'on appelle la représentation. Seconde phase, d'où ça vous vient? Où avez-vous appris à faire ça? Comment ça se passait quand vous aviez l'âge de votre enfant et que vous-même vous transgressiez? Alors certains vont dire, moi je n'osais pas, ou bien moi je transgressais plus, ou je prenais des claques. Bref, d'aller chercher chez les différentes figures parentales ou ce qui en tient lieu, comment ils réagissaient soit quand ils avaient l'âge de l'enfant, ou d'où ça leur vient de fonctionner comme ça. Et ensuite, dans le cadre de l'accompagnement, de dire comment pourrait-on faire autrement. Et là, effectivement, pour Bingo, peut-être différemment d'autres thérapeutes, il se propose d'être force de proposition, de dire peut-être que vous pourriez essayer telle ou telle autre manière de faire, qui n'est ni meilleure ni moins bonne que celle de la famille, mais qui est juste autre. Vous testez, et puis vous venez me dire comment ça a marché. Et puis si ça n'a pas marché, très bien, on avance, on sait que ce n'était pas la bonne. Je vous ai mis une petite photo d'une famille bretonne, parce que pour illustrer le propos et clôturer mon intervention, je vais raconter une petite histoire qui date un petit peu, mais qui était une prise en charge familiale qui me semble illustrer pas mal ce modèle. J'ai, il y a déjà un certain nombre d'années, une maman qui prend rendez-vous. Elle vient avec son enfant. À l'époque, j'étais relativement jeune thérapeute, donc je n'avais pas demandé s'il y avait d'autres enfants, s'il y avait un conjoint, etc. Donc la mère entendait que je reçoive l'enfant seul, ce que je ne fais jamais, déjà à l'époque. Je lui ai dit, non, à minima, je vous reçois avec votre enfant. Et donc, je les fais rentrer dans mon bureau et je leur demande ce qui les amène. La dame me dit, mais voilà, écoutez, mon fils, parce qu'elle avait été voir sur Internet, donc ça existait malheureusement déjà, elle me dit, mon fils a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, une déficience intellectuelle. Je lui dis, ah, d'accord, et comment s'appelle-t-il, quel âge a-t-il? Donc j'interagis avec le garçon, qui m'explique qu'il a 10 ans, qu'il va à l'école, que ce qu'il préfère à l'école, c'est la récréation pour jouer au foot, qu'il a des amis, et que globalement, il semble être scolairement tout à fait dans le niveau qui correspond à son âge. Et donc, je ne tire pas grand-chose de ce qui se passe. Et la mère m'a dit, mais oui, en fait, le problème, c'est que dès qu'on lui dit non, il se roule par terre, il donne des coups de pied, il fait des crises dans les supermarchés, n'importe où. C'est intenable, on ne sait plus comment faire face à cette situation. Je dis donc, est-ce qu'il y a un autre parent? Elle me dit oui. Il y a un papa. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Elle me dit oui. Il y a une grande sœur. J'aimerais bien les rencontrer. Elle me dit, mais eux, ils vont bien, ils ne posent pas de problème. Donc, pourquoi vous voudriez les rencontrer? Je dis, parce que je suis thérapeute familial, et ce n'est pas parce qu'ils ne font pas partie du problème qu'ils ne peuvent pas faire partie de la solution. Donc oui, j'aimerais bien, au moins pour une séance, les rencontrer. Je reçois donc, séance suivante, le papa, la maman et les 2 enfants. Le monsieur, c'est peut-être anecdotique, mais moi, ça m'a suffisamment marqué pour m'en souvenir aujourd'hui. Le monsieur me gagne d'à peu près une tête. Enfin, peut-être que de loin, vous ne voyez pas, mais je fais quand même plus de 100 kilos. C'est bien, mais c'est-à-dire que d'avoir quelqu'un de beaucoup plus large que moi physiquement et beaucoup plus haut, ça m'arrive quand même pas si souvent que ça en séance. Donc j'ai quelqu'un qui me gagne d'une tête, qui me serre la main, et sa main, une grosse patte velue, fait les tours de la mienne, et je me dis, s'il serre trop fort, je n'ai plus de main. Il y a une grande barbe rousse, une voix basse, et donc il vient, j'apprendrai qu'il est chercheur en intelligence artificielle, un truc comme ça. Donc bref, c'est dans mon canapé, la dame oui, était aussi professeure des universités, et donc ils m'apprendront, parce que je vais un peu creuser, donc qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est cet enfant qui ne supporte pas la frustration, qui ne supporte pas le non, qui se met dans des états terribles, qui hurle, qui donne des coups de pied, ce qui est extrêmement humiliant, et puis qui les déborde. Alors je demande un peu de leur histoire à eux. Donc là, j'essaie d'aller du côté de la représentation. Donc, qu'est-ce que vous faites habituellement? Mais voilà, on a tout essayé, on négocie, on parle, on essaie de comprendre ce qui lui arrive, on discute, on débat, mais ça ne sert à rien. Puis après, quand il se calme, on reprend la discussion, on lui demande ce qui lui est arrivé, ce qui suffit à le remettre dans un état second.
Ça, ils ont identifié. La manière dont ils gèrent la crise, c'est en faisant une séance de thérapie familiale, globalement, mais sans thérapeute. Donc ils débattent, ils discutent, ils parlent, et ils essaient de le rationaliser, mais ça n'a pas l'air de beaucoup aider ce petit bout de 10 ans. J'ai oublié la grande sœur dans l'histoire, mais donc la grande sœur, elle a sauté une ou deux classes, elle a 10-11 ans, une jeune fille au teint pâle, très raisonnable, un langage très élaboré. Quand je lui demande ce qu'elle lit, non, ce qu'elle aime faire, elle me dit la littérature, et je lui demande qu'est-ce que tu aimes lire. À l'époque, c'était la mode d'Harry Potter, je pensais qu'elle allait me répondre ça, elle me dit Dostoïevski. Je dis, ah bon, et quel ouvrage de Dostoïevski lis-tu? Crime et châtiment. Et à l'école, ça va. Elle dit oui, je suis sauté plusieurs classes. Tu as des copines? Non, je n'ai pas beaucoup de centres d'intérêt en commun avec mes amis, alors je préfère mes livres. Bref, je pense qu'elle n'allait pas beaucoup mieux que le petit garçon. Toujours est-il, je reviens à les deux parents. Je leur dis, mais dites-moi un peu plus de vous. Ils m'expliquent qu'ils sont bretons, donc d'où l'image. Il me dit qu'ils sont bretons et il m'explique venir de familles tradies bretons. Alors, belge étant, pour moi, la représentation à l'époque que j'ai d'une famille tradie breton, ce sont des gens qui mangent du kouign-amann et qui doivent porter des costumes traditionnels. Mais bon, apparemment, je n'ai pas une bonne représentation de ce que c'est, puisque quand ils voient ma surprise, ils élaborent un peu, et leur définition de ce que c'est que d'être issu d'une famille tradie breton serait plutôt milieu conservateur, religieux, etc., avec ceux qui décrivent, et là, j'ai pas pu le vérifier, n'ayant pas plus d'expérience des milieux tradis bretons depuis, ils m'expliquent que dans leur famille, il y avait des châtiments corporels et que ce n'était pas le parent qui était ivre, c'était quand on avait fait une bêtise, on avait droit à autant de coups de martinet et que si on se dénonçait, si on avouait que c'était soi, eh bien c'était la moitié des coups de martinet prévus. Donc j'ai à ce moment-là compris ce que voulait dire « faute avouée est à moitié pardonnée ». Et il y avait aussi « au pincé qui est à l'eau », mais pour eux, ce n'était pas une formule. C'est-à-dire quand on faisait une bêtise, on était au pincé qui est à l'eau. Et tous les deux disent avoir beaucoup souffert de ce type d'éducation et avoir discuté, dès qu'ils étaient fiancés, le jour où ils auraient fait une famille et des enfants, qui les élèveraient dans la démocratie et dans la discussion, et que ce n'est pas parce qu'on était adulte qu'il fallait imposer, mais que l'enfant était une personne, j'imagine, était un peu rousseauiste, et disait, mais l'enfant a tout à fait quelque chose à ajouter à la conversation et peut négocier. Ce qui marchait très bien pour l'aîné, pour ce qui était des négociations, peut-être moins pour son développement affectif, mais pas du tout pour le petit garçon de 10 ans qui, effectivement, face à deux profs d'UNIF et une liseuse de Dostoïevski, sentait bien que la négociation, ça n'allait pas marcher. Et donc là, je vois d'où ça vient. Vous voyez, j'avance dans mon modèle. Et donc, je vais vers le petit garçon. J'ai dit, mais toi, en fait, quel est ton problème? Il me dit, mais donc, effectivement, je fais des crises quand on me dit non. Et puis après, les parents veulent parler. Et moi, ça j'ai pas du tout envie de parler. J'ai envie d'avoir ce que je veux. Je dis, donc ça marche, quand tu fais des crises, tu reçois ce que tu veux. Il me dit, oui, ça marche, je reçois ce que je veux. Je dis, donc toi, tu n'as pas de problème. Il me dit, si, j'ai des problèmes, parce que ma famille est triste, et ça me rend triste aussi. Je dis, ah bah alors, je veux bien t'aider. Alors je me tourne vers les deux parents, je leur dis, écoutez, vous aviez une inquiétude quant au fait qu'il soit hyperactif, et vous m'avez donc rassuré quant au fait qu'il n'avait pas de rilatine. Donc a priori, un enfant hyperactif qui reste pendant 2 heures sur le canapé du psy, enfin 2 heures séparément, mais quand même chaque fois 1 heure, qui prend la parole quand on la lui donne, qui suit la conversation, sans traitement, c'est quand même peu probable. Vous m'avez déjà rassuré sur au moins un point, d'autant que j'avais mis, comme d'habitude, sur ma table basse des dessins, etc. Et puis, il s'en était pas saisi, il préférait participer à la conversation, aux échanges. Et je lui ai dit, et qu'un petit garçon de 10 ans qui met 2 profs d'UNIF en boîte, l'hypothèse de la déficience intellectuelle, je ne la prendrai pas non plus. Et alors le papa, il n'était pas ravi. J'ai eu un peu peur, à vrai dire. Il me dit, mais alors c'est quoi la solution? J'ai dit, mais ça, on va la bosser ensemble. Mais qu'apparemment, votre manière de gérer ça, peut-être que c'est bien théoriquement, mais sur le terrain, ça ne marche pas des masses. Elle me dit, bon, ok, alors vous avez des conseils à donner? Je lui dis, essayez autre chose de ce que vous faites habituellement. Peut-être négociez moins. Peut-être mettez peut-être quelque chose de l'ordre d'une limite ou tentez. Et donc, ces filaments, non, d'ailleurs, je n'ai pas dit limite, je rappelle bien. Tenter, parce qu'il me décrivait que l'enfant se mettait en colère, lui, il se détournait de la situation et la mère devait gérer et prendre des coups de pied. Ça, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, à l'issue de l'entretien, par chance, ils avaient promis aux enfants que s'ils étaient sages chez le psy, ils avaient droit à une gaufre. Donc, ils ont reçu leur gaufre. Le petit garçon a dit « Mais moi, c'est la deuxième fois que je vais chez le psy, donc j'ai droit à 2 gaufres. » Et là, les parents ont dit « Non, tu ne vas pas manger 2 gaufres. » Et donc, il a fait ce qu'il faisait habituellement. Il s'est roulé par terre chez le vendeur de gaufres, il a hurlé, tout le monde regardait. Le père s'apprêtait à prendre la tangente et laisser la mère gérer. Et là, il s'est souvenu qu'il avait quand même dépensé 2 séances de thérapie familiale. Il s'est dit « Je vais gérer autrement. » Et alors, il a fait volte-face. Il a pris l'enfant qui était par terre, l'a soulevé à peu près à 1 mètre du sol. Donc, monsieur était vraiment grand. Il m'a décrit la scène, donc il l'a tenu par les épaules, mais sans violence, hein, il l'a tenu par les épaules, l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Ça suffit ». Et l'a reposé. Le petit garçon était bouche bée, la mère ébahie. Elle m'a dit « Je suis retombée amoureuse de mon mari ». Pas nécessaire d'avoir des boucles d'oreilles de chez Histoire d'Art. Elle dit « J'ai trouvé enfin quelqu'un de contenant ». Et je pense que c'est vraiment ça, la leçon de l'histoire, c'est très exactement la différence entre la contenance de cadre et la limite. Donc la limite, elle est quelque chose de descendant, elle est quelque chose qui impose, quelque chose qui est en position haute, alors que le cadre, il est contenant et rassurant. Et je pense qu'il y a du bon sens là-dedans, du côté de la sécurité qui n'est pas une limite, mais qui est justement rendre possible. Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et j'avais même une petite... Oui, parce que j'avais envie d'être un peu tendre aujourd'hui. Alors j'avais prévu une petite chanson pour vous, mais il faudrait que ça marche, si les copains en régie pouvaient la lancer. Mais il faudrait que... Oui, ça ne marche pas très fort. Est-ce que vous pourriez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Je crois qu'ils ne m'entendent pas. S'il vous plaît. Je me sens un peu seul, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien jouer ma base de sécurité? Ah, on est en train d'arriver, regardez. Vous y allez? Oui, en fait, il faut juste allumer votre ordinateur. Ah, c'est mieux quand il est allumé, c'est vrai. Mais là, jusque-là, j'étais sur le vôtre, alors donc je dois le faire depuis le mien. D'accord. Très bien. Vous passez sur le mien, alors? C'est bon? Ça n'a pas l'air. Non, l'image ne correspond pas. Merci beaucoup, je vous en prie. Et si les théories que nous échafaudons pour... Merci beaucoup. Donc, nous allons donc passer aux questions dans la salle. Donc, je cherche Barbara là-bas, Cathy... Ok, donc s'il vous plaît, je vous remercie de bien vouloir donc lever la main pour que Cathy et Barbara puissent se rapprocher de vous, vous présenter très rapidement et poser votre question. Est-ce qu'il y en a? A priori, ça a été clair. On dirait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle et des questions SMS? Alors, je ne les vois pas sur le... Bon, moi, j'étais... Ils n'ont pas mis le truc SMS. Ah oui, ils n'ont pas mis le... Les copains. Moi j'avoue que j'ai découvert des choses très intéressantes sur l'approche familiale parce que j'étais restée sur la fameuse double contrainte et l'injonction paradoxale. Et j'avais l'impression que le travail avec les familles, au sein des DITEP notamment, ou de certaines structures de l'aide sociale à l'enfance, c'était quand même positionner les professionnels dans une double contrainte et les enfants dans une injonction paradoxale. Oui. L'approche systémique, c'est le remède ? Alors, en approche systémique, l'idée, c'est la métacommunication, c'est-à-dire de pouvoir commencer à communiquer sur ces doubles contraintes qui, comme vous le dites, est doublement contraignante, donc autant pour le professionnel que pour la famille et l'enfant. Donc, c'est commencer à parler ces difficultés et dire, comme je puisse en avoir donné, je peux apporter d'autres exemples, mais il me semble que la manière de travailler de Munier, donc qui est, vous me dites qu'il n'y a pas de problème. Mais quand je vois ce que je vois et j'entends ce que j'entends, je ne peux pas ne rien faire. Autrement, ça voudrait dire
que vous ne comptez pas, que vos enfants ne comptent pas. Et ça, vous pourriez me le reprocher. Donc là, c'est faire appel à un devoir supérieur d'intervenir. On peut travailler aussi, alors ça c'était Moni Elkaïm, lui disait, voilà, vous me dites, vous n'avez pas envie de me rencontrer, mais le juge m'impose de travailler ça, 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 ça. Dans quel ordre va-t-on procéder? C'est de la métacommunication. On peut aussi dire, je disais comme c'était Guy Oslos, vous n'avez pas besoin de mon aide, mais moi j'ai besoin de votre aide pour vous aider. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Ou on a encore, je peux en trouver 20, mais on peut être plus dans la provoque. Alors ça dépend du genre. C'est, voilà, vous n'avez pas choisi d'être là. Mais au plus ça va marcher, au moins longtemps ça durera. Alors peut-être qu'on pourrait essayer de faire en sorte que, quitte à être imposé, que ce soit au moins utile. Mais même avec les jeunes que l'on accueille en DITEP, parce que vous avez parlé du juge, et je pense qu'on a vu des OPP, dans les DITEP sur des jeunes qui ne correspondaient pas au profil que l'on avait d'habitude, et les équipes se trouvent en difficulté. Je n'ai pas la baguette magique, mais à partir du moment où on joue franc jeu, en fait, jusque-là, je peux parler que de mon expérience personnelle et des équipes que j'ai accompagnées et de leur retour. À partir du moment où on joue franc jeu, en fait, l'autre commence aussi à sortir de faux semblants. Autrement, on développe chacun des stratégies où eux font semblant d'avoir besoin de l'aide qu'on voudrait qu'ils veuillent pour un problème qu'on dit qu'ils ont. Et nous, on fait semblant qu'ils veulent de l'aide qu'on voudrait qu'ils veuillent pour un problème qu'on dit qu'ils ont et qu'ils disent ne pas avoir. Enfin, on peut continuer. Mais... Très bien, merci. Est-ce qu'il y a questions? Non, dans la salle? Tout est clair, hein. Magnifique. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, professeur. Merci à vous.